aux dames, aux femmes. Mais Dafka avant de commencer plus, comment pour les femmes qui sont moins concernées par l'étude, qu'est-ce que ça implique le don de la Torah et le Mahamad Har Sinaï. Dafka, je pense que c'est important, primordial même, que même les femmes, elles sachent exactement c'est quoi le projet concernant les hommes. Et justement, on peut montrer ça de plusieurs endroits, mais dans la parasha de Bechukotai, qu'on a lu cette semaine, on a un des endroits les plus clairs, là où on voit qu'est-ce qu'on attend d'un homme concernant sa relation à la Torah. On a parlé la dernière fois, de Kvod HaTorah, de Tov Sheba Torah, l'enjeu d'être connecté à l'étude, comment ça se stimule, comment ça s'acquiert, cette motivation, ça on a parlé de ça. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce passage, vous avez déjà en entendre pas mal parler, mais sûrement que vous entendrez peut-être une nouvelle compréhension. Alors vous avez entendu sûrement parler des paroles de Rashi qui ramène le Torah de Kohanim. Rashi, il écrit que ça ne peut pas parler des mitzvot. Quand on dit vous marcherez dans mes lois, vous savez c'est quoi un chok? Un chok c'est une loi qui nous échappe. À l'inverse du mishpat qui est logique et cohérent, qu'apparemment on comprend, le chok il nous échappe. Donc là on nous dit apparemment quand on doit expliquer qu'est-ce que la Torah elle veut quand elle dit ça, on a expliqué déjà dimanche, on a expliqué déjà dimanche que ça conditionne toute la suite et tout ce que ça implique, le développement économique, la sécurité, le shalom, la protection des maladies, tout l'aboutissement. D'ailleurs, au passage, on s'est laissé dimanche avec une question. Je vois que personne. Ah oui. C'est bien, il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Mais ah oui, c'était. On a demandé pourquoi il y a besoin d'une bracha. La nourriture. On est dans un matzav idéal. On est dans une situation d'aboutissement. On est en proximité avec Hachem, Beth Amikdash, en Eretz Israël. Ouais, on est ensemble. Je mets une petite parenthèse dans le Bechukotai juste pour revenir sur la semaine dernière sur la bracha qui est conditionnée justement par le Bechukotai. La bracha spéciale, on dirait que l'aboutissement, la bracha elle est composée de deux phénomènes. D'abord une abondance incroyable et deuxièmement on a dit une bracha dans le ventre. Je traduis Rashi même si c'est pas très... On mange littéralement Rashi, on mange un peu et ça se multiplie dans le ventre. On avait dit pourquoi il y a besoin des deux, juste pour répondre à la question qu'on a laissée jeudi. Si ça a hanté, ça vous a fait réfléchir. Alors, ce qu'on peut dire pour expliquer ça, il y a écrit dans le Rambam, dans le Chodeau, vous savez que le Rambam c'était un grand médecin, grand docteur du roi, il a étudié toutes les sciences, connaissait parfaitement. Le Rambam il dit que la majorité des maladies des hommes, c'est parce qu'ils mangent trop. Ils sollicitent trop, pour deux raisons. Ou on rentre trop de choses dans l'organisme, ou alors on fatigue trop l'organisme avec une digestion répétée, on abuse, on sollicite trop le corps. La majorité des maladies, dit le Rambam, c'est quand on mange beaucoup. Donc peut-être on peut expliquer ici comme on est en matzav d'idéal, de bracha, qui est une bracha totale, où on dépasse le cadre de l'épreuve. Jusqu'à qu'on arrive à la fin des temps, dans toute situation pour l'homme, il y a une épreuve. Même dans la bracha, il y a une épreuve. Dans la richesse, il y a une grande épreuve. Comme la Torah nous dit, tu peux réussir et oublier qui c'est qui t'a fait réussir. Tu peux t'empêtrir dans des dépendances alors qu'à la base tu as des moyens pour justement t'en sortir dans la vie, mais tu te laisses trop aller avec tes tentations et tu deviens dépendant de toutes sortes de choses. Du café avec ça et de telle copine et de tel phénomène. Les dépendances, la Torah dit la seule chose qui nous libère, la seule chose qui permet à l'homme d'être au-dessus de toutes les dépendances, c'est d'être connecté à la Torah. Et donc, comme ici on est dans la description d'un scénario, comme on a dit, idéal, où on est arrivé en Eretz Israël et on est en proximité avec Hachem, alors la bracha elle est obligée d'être porteuse d'aboutissement. Et donc cette bracha, aussi au niveau de la santé, le fait que ça se multiplie dans le ventre, ça nous permet d'être rassasiés sans avoir à manger beaucoup. Comme ça, j'ai l'impression que c'est le sens profond de cette bracha, qu'une abondance qui fatigue le corps, et c'est une bracha qui est en fait trompeuse.
Alors si vous me demandez si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin aussi de multiplier la récolte? On a qu'à envoyer juste ce qu'il y a besoin pour manger le minimum et de toute façon ça se multiplie dans le ventre. Alors ça aussi, c'est barour que l'homme, il n'a pas une réjouissance absolue de quelque chose de caché comme ça. L'homme, il se connecte par rapport à ce qu'il voit, à ce qui est grandiose dans sa perception à lui des choses. Une bracha cachée qui n'est pas connue, il manque aussi dans la simcha de la bracha. Dans toute chose qu'on fait, il y a ce qu'on fait, il y a comment on vit ce qu'on a vécu. Chaque lendemain de fête, on a un grand moment, ça s'appelle Isrouchag. Isrouchag, c'est se réjouir du rendez-vous auquel j'ai répondu présent. Dans les mitzvot, en général, la simcha des rishonim. Je sais qu'aujourd'hui c'est à la mode, il faut avec des simcha. Il y a une simcha de base, mais la vraie simcha qui est écrite dans les rishonim, c'est la simcha qui vient après une mitzvah. La simcha qui vient après une mitzvah, elle nous connecte à la mitzvah. Très important après avoir fait une bonne action, de ne pas continuer de stopper un peu l'élan, de regarder en arrière et de consommer un peu là où on a répondu présent. Donc, évidemment, la bracha, elle est dans l'abondance, la bracha, elle est dans le fait qu'on manque de rien. Le supplément, bonne santé, le supplément, pour que ce soit sans comment dire, contre-indication, une bracha sans contre-indication, c'est que ça se multiplie dans le ventre. Et donc, c'est une abondance qui ne sollicite pas. Le fait qu'il y a beaucoup de récoltes, c'est pour qu'on voie qu'il y ait de l'abondance. Voilà. Le fait qu'il y ait beaucoup de récoltes, c'est pour vivre la bracha dans la perception de l'homme. Parce qu'une bracha cachée, une bracha où Hachem il enverrait juste le minimum et ça se multiplie dans le ventre, alors il manquerait dans la simcha de l'homme. Donc, peut-être, c'est une proposition que je vous dis, c'est pas quelque chose que j'ai vu, c'est une réflexion personnelle. Peut-être c'est ça, cette double. On avait demandé pourquoi il y a besoin des deux, pourquoi il y a besoin que ça se multiplie et pourquoi il y a besoin de l'abondance aussi en quantité. Il y a besoin des deux. Mais la vraie bracha, c'est quand il y a beaucoup et que, c'est un peu paradoxal, il y a beaucoup, mais on n'utilise pas tout le beaucoup. Alors j'ai posé cette question dans un de mes shiurim cette semaine, quelqu'un m'a dit c'est pour l'exportation. C'était juste, si vous préférez ce chat, vous pouvez dire c'est pour l'exportation. Mais moi ça me paraît plus loin de penser que ici Hachem il t'envoie pour que tu t'enrichisses. La bracha c'est la relation avec Hachem direct, ce qu'il m'envoie. Et il y a peut-être aussi une bracha de pouvoir revendre ce que j'ai pas besoin, mais c'est pas ça ce qui motive directement la relation avec Hachem à travers la bracha qu'il nous donne. On parle ici de manger pour la richesse de l'homme en tant que richesse, pas en tant que moyen de s'enrichir encore. Comme ça, c'est dire. Alors en tout cas, ça c'est la parenthèse refermée par rapport à ce qu'on a demandé l'autre jour. Et donc, je reviens à ce qu'on disait. Donc, qu'est-ce qui conditionne tout ce scénario incroyable? Toute cette bonté, cette abondance, c'est conditionné par le premier passouk, Imbirukota et Teleru. Et on a dit, Chazal, quand ils arrivent à ce passouk, ils n'ont pas clair. Ils ne savent pas expliquer directement. Ils ont besoin, je ne sais pas il y a combien de temps vous avez fait le bac, ils ont besoin d'une démonstration pour repousser. Et donc, je déduis, seulement par déduction, j'arrive à établir de quoi il s'agit. On dirait qu'on n'arrive pas à établir directement de quoi il s'agit. On déduit que ça ne peut pas être autre chose que l'effort de l'étude. Pourquoi? Parce que Rachid ramène, donc ça ne peut pas être le fait de préserver les mitzvot, puisque ça c'est la suite du passou, vet mitzvot et tishmeru, donc ça ne peut pas être les mitzvot. Donc de là je déduis qu'il s'agit de l'effort dans l'étude. Et donc désormais, maintenant on a réussi à prouver, et quand on doit expliquer le passou par déduction, on établit que Imbirukota et Teleru, ça fait allusion en fait donc de se dépasser dans l'effort de l'étude. Tiwa Melim Batora. Vous connaissez ce concept, pas seulement d'étudier, mais de mettre l'effort, de transpirer dans l'étude. Alors, deux questions là-dessus, qui sont des questions pshutot, que tous les mefarshim demandent. Le Or HaChaim, vous avez entendu parler du Or HaChaim Akadosh, il a 42 explications, spécialement ici, il a fait de l'excel, il a excellé, 42 explications sur ce passouk. Deux questions sur ce passouk. D'abord, bilan des courses, pourquoi ça s'appelle Chok? On l'a démontré que Chok ça parle de l'étude, mais pourquoi l'étude s'appelle Chok? L'étude n'est pas un Chok. L'étude est, on ne peut plus mishpat, on ne peut plus logique, cohérent. On étudie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Comment je peux prétendre faire la volonté d'Hachem si je ne sais pas ce qu'il attend de moi, si je ne sais pas qu'est-ce qu'il a permis, qu'est-ce qu'il a interdit, ce qu'il a valorisé dans les midot, et au contraire, ce qu'il faut être vigilant et mesurer avec tel ou tel caractère, trait de caractère. Tout ça, ça prend dans la Torah, à travers la Torah. Donc pourquoi la Torah décrit l'étude comme quelque chose de chok, au même titre que par exemple la para adouma ou les kilaïm, vous connaissez l'interdiction de vêtir du lin et de la laine, on n'a aucune compréhension là-dedans, c'est un chok, l'étude de la Torah elle s'appelle chok, au même titre, en tout cas dans la paracha chez nous. Ça c'est une première compréhension. Ça veut dire, on parle de l'étude de la Torah, exactement. L'effort de l'étude de la Torah. Et donc on demande pourquoi ça s'appelle chok. Autre question, pourquoi
Chachamim, comme Rashi y ramène, une fois qu'on a réussi à démontrer que ça parle de l'étude, pourquoi on parle de l'effort de l'étude? Pourquoi ils ont mis l'accent ici, dans le passouk, Imbechu Kota et Telechu, vous fournirez l'effort dans l'étude? Pourquoi parler d'effort de l'étude? Là-dessus, on n'a même pas de démonstration. On aurait dû dire, vous étudierez la Torah. Là-dessus, on n'a pas réussi à démontrer qu'il s'agit de l'effort. On a juste déduit qu'il s'agissait de l'étude, mais pourquoi l'effort? D'où ils ont su interpréter, ça on dirait qu'il n'y a même pas de preuve là-dessus, il n'y a pas de démonstration là-dessus, qu'on parle dans Bechukota et Telechu de l'effort. Quel problème dans étudier sans effort sur mon fauteuil tranquillement? Oui, marcher, c'est un effort. Marcher, oui, bien sûr. Ah, parce qu'il y a écrit Telechu? Oui, pas mal, Khazak. Mais alors demande pourquoi ça s'appelle marcher alors. D'accord, alors on décale. Pourquoi l'étude elle s'appelle marcher? Khazak, bonne question, bonne remarque. Comment tu t'appelles? Avital, t'es pas là dimanche, non? Parce que c'est une constante évolution. T'es l'entrée en on peut matière. pas s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. C'est une constante évolution, on ne peut pas s'arrêter dans la vie, donc on marche toujours toute la vie. Genre, Mais pourquoi Dafka l'étude elle a cette dimension de déplacement, de marcher? Parce que toujours en avance, quoi. Khazak, toujours en avance. Il pourra pas courir. Mais alors l'effort c'est quelque chose qui existe, mais c'est pas la centralité de la chose. La définition, d'accord, il faut fournir l'effort, mais on dirait que c'est ça qu'on attend. On attend l'effort et pas l'étude. On aurait dû dire l'étude dans l'effort. Non, on n'a pas dit l'étude dans l'effort. Vous serez dans la transpiration du limouti ou amélim bator. On dirait que c'est pas juste une option ou un facteur embellissant, comme dans toute mitzvah, il y a une notion d'effort. Toute mitzvah qui est faite avec plus d'effort, elle a plus de valeur. Là, on ne parle pas de l'effort à fournir en général pour chérir la mitzvah et pour la valoriser. Là, on parle, on dirait, d'un guéder, d'un format de base de la mitzvah, de fournir l'effort d'étude. Fournir l'effort d'étude, on dirait que c'est la base de la mitzvah ici, qu'on est en train de décrire. Pourquoi c'est comme ça? mais c'est pas le problème si c'est l'effort. Aucun problème, je veux juste savoir comment ça rentre dans les mots. J'ai aucun problème avec la notion d'effort, je veux savoir comment ça rentre dans Imbechu Kota et Telechu. Je répète, on ne savait pas ce que ça voulait dire. On a eu besoin de démontrer que ça parle de l'étude seulement en repoussant que ça ne parle pas des mitzvot. Mais une fois qu'on sait que ça parle d'étude, on sait dire tout seul comme des grands que c'est lié à l'effort. Là-dessus, on n'a pas de preuve. Et pourquoi ils ont mis l'accent sur la notion d'effort? Et aussi, on demande, n'oubliez pas la première question, pourquoi cette étude, elle s'appelle Chol? Oui. Parler de marcher. Non, je parle d'effort, mais seulement Avital, elle a proposé qu'on a appris du Téléchou, c'est une belle idée, mais peut-être que c'est vrai, ça ne me dérange pas, mais alors je demande, pourquoi il faut marcher dans l'étude? Ça veut dire quoi qu'il faut marcher dans l'étude? Alicha, c'est Alacha. D'accord. Je pense que l'effort, c'est. Oui, vas-y. L'effort, c'est la base. Quand on parle d'une mitzvah, c'est-à-dire que je pense qu'après, on sera juste sur les efforts qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y en a, pour eux, c'est facile, mais c'est facile, c'est pas. Ouais. On juste sur ça, on a juste sur les efforts. Mais ça, c'est propre à l'étude ou c'est même dans la mitzvah comme ça? Quelqu'un qui fait une mitzvah fastoche, ça vaut rien? Il a une mitzvah fastoche, il a des facilités, ça se présente à lui, il a de l'argent dans la poche. Non, mais on dit que c'est par l'étude. Il a une poche que pour la pièce qu'il veut, il n'a mis que des pièces. Et maintenant, ça se passe facilement. Il y a une absence là-dedans. Bon, on aura sûrement l'occasion de parler de ça. C'est un sujet central dans la Avodat Hashem, la notion d'élan et d'effort dans la mitzvah. Mais en général, on a tendance à considérer que les foum tsahara agra, selon l'effort, la récompense. Mais la mitzvah, c'est autour de la mitzvah. C'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, c'est pas l'effort de la mitzvah. La mitzvah, c'est la mitzvah. Tu dois être prêt à fournir l'effort nécessaire. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle, on dirait, que la définition du pshat, Bechukota et Telechu, vous serez épuisé, Amélim, vous serez dans l'effort de l'étude. Alors, Dafka, cette partie-là de la Torah, je pense qu'elle n'est pas liée aux femmes, aux dames. Cette notion de Bechukota et Telechu, elle s'adresse aux hommes. Et malgré tout, une femme, elle doit savoir c'est quoi le projet des hommes. Parce que sans une femme, un homme, il n'arrive pas. Bezrat Hashem, quand vous aurez la responsabilité de soutenir et d'entretenir, d'être lié directement à la Torah, parce que vous savez que la Gemara demande dans Brachot, comment les femmes ont leur part dans la Torah. Vous savez que Triyat Hametim, ça se passe par l'étude de la Torah, par le tal, la rosée, sans la relation à la Torah. Même si on a fait plein de mitzvot, on dirait qu'il ne peut pas y avoir de la suite, on ne peut pas être présent pour la suite de l'aventure. Donc la Gemara, elle demande naturellement les femmes qui n'ont pas l'étude, en tout cas celle-là,
Comment elles ont, vous avez dû l'entendre plusieurs fois cette Gemara, j'imagine, dans les séminaires de filles. Vous n'avez jamais entendu cette Gemara? Ah, d'accord. Quand ils encouragent son mari, c'est ça. Quand? Chazak. Quand ils encouragent leur mari. Voilà, alors la Gemara elle donne deux exemples, mais on peut les décliner dans toutes sortes de. Comment tu t'appelles? Netanya. Netani? Natania. Excuse-moi. Nathaniel. Natania, comme la ville? Ouais, d'accord. Enchanté. Natania. Et tu étais là dimanche? Ouais. Ah, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Excuse-moi. Oui, alors ça, c'est un bon exemple, et la Gemara, elle donne deux autres exemples, mais dans la même idée. La Gemara, elle dit Nashim Bamezachian, les femmes, par quel moyen elles méritent leur part dans la Torah. Comme on a dit, la Torah, c'est pas encore une autre mitzvah, c'est une nécessité absolue, élémentaire, à part les autres mitzvot, une part dans la Torah pour mériter la Triyat HaMetim et toute la suite de l'aventure. La Gemara, elle dit deux exemples, mais on peut décliner comme tu as dit. Elle dit quand elle attend son mari le soir qui rentre de l'étude, et quand elle amène ses enfants à étudier la Torah, elle a à cœur que son fils il apprenne, et donc elle fait l'effort de l'amener, elle est liée au limoud de son fils ou de son mari. Et évidemment, à plus forte raison, pas seulement si elle l'amène ou si elle l'amène, mais si elle l'encourage et elle, je ne veux pas dire elle lui impose, mais elle fait tout pour valoriser. Même si elle a la chance d'avoir un mari qui étudie beaucoup, qu'elle ne croit pas que c'est normal, qu'elle lui exprime que c'est très important et qu'elle valorise ça. Parce que c'est vrai que parfois il y a des hommes qui ont besoin d'être poussés et parfois il y a des hommes qui sont tellement bien que leur femme elle leur dit c'est facile pour toi, mais pas du tout. Et donc plus on en a connu pas un ni deux des exemples de jeunes hommes qui n'étaient pas trop branchés. Une femme, en général, elle décide qu'est-ce que son mari va être, en général, avec intelligence, pas de manière directe. Mais en général, une femme, c'est elle qui maîtrise tout. Pardon? En fait, il faut qu'il ait des bases quand même. Bien sûr. Je ne vous ai pas dit de parier trop gros quand vous choisirez. Prenez quelqu'un qui est déjà concerné, mais en général, sachez bien qu'une femme, elle a une grande part. La Gemara donne des petits exemples, elle l'attend le soir ou elle amène sa mari, mais en général, on n'a pas trouvé un grand homme qui se dépasse dans l'étude sans qu'il y ait une femme derrière qui le pousse, qui le valorise. Pardon? Pardon? Comme Rabbi Akiva, exactement. Rabbi Akiva, c'est un exemple extrême. Exactement. Rabbi Akiva, c'est tellement extrême que quand il a dit à ses élèves, ce qui est à moi est à elle. Ce qui est à moi est à elle. Vous connaissez cette histoire. Bon, en tout cas, pourquoi je vous parle de ça? Ici, on veut expliquer ces deux questions. Pourquoi Chok et pourquoi Amal? Et on dirait ici que le limoud qu'on parle, c'est le limoud pas pour savoir exactement ce qu'il faut faire, pas pour découvrir d'autres choses, pas pour être érudit, c'est le limoud pour le limoud. J'explique. Dans le limoud à Torah, il y a une connexion avec Hachem au-delà de ce que j'apprends de ça. Le fait même d'être au sec, de traiter, de discuter, d'être concerné par l'étude de la Torah, c'est un mode de connexion avec Hachem. C'est une relation intense où quand j'étudie, je me colle à Hachem. Je me colle à lui. Peu importe maintenant si je suis brillant ou pas, si je vais retenir, si je vais être fulgurant dans la compréhension, évidemment, plus il y a du cœur et plus il y a de l'empreinte de cette relation. Mais le limoud ici qu'on parle, qui conditionne toute la bracha de la suite. Et apparemment, c'est quand la Mishnah dit Talmud Torah Keneged Kulam, que c'est la mitzvah la plus précieuse, celle du limoud. Quand on dit que c'est la mitzvah la plus précieuse. Alors apparemment, on parle d'un limoud, donc comme je suis en train de dire, qui me connecte directement avec Hachem. Et donc, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, c'est pas moi qui donne cet exemple, c'est le Ohr HaChaim. Quelqu'un, il a déjà révisé, il connaît parfaitement quelque chose, et il révise quand même malgré tout encore une autre fois. Il ne va rien découvrir, il connaît déjà par cœur de quoi il s'agit, et malgré tout il révise. Alors celui-là, il dit le Ohr HaChaim, c'est celui-là, il lui pose la question pourquoi ça s'appelle Chok, et il dit Chok, ça fait allusion à une dimension de l'étude qui ne va pas t'amener plus que ce que tu savais déjà avant. C'est l'étude pour l'étude, c'est l'étude en tant que connexion avec Akadosh Baruch Hu. Oui, parce qu'on dit que quelqu'un qui pense qu'il a compris, c'est qu'en fait il n'a rien compris. Ça, c'est en Chazak, ça existe aussi. L'humilité
En général, plus quelqu'un il est sûr qu'il a compris, plus ça veut dire qu'il, ou plus il est sûr qu'il connaît, ça veut dire qu'il ne connaît pas l'étendue de la chose. D'accord. L'humilité, dans l'étude, elle est la preuve du savoir. C'est vrai. Mais là, ici, je parle même sans recherche, même quelqu'un qui n'arrive pas, quelqu'un qui est limité, quelqu'un qui a du mal. Il y en a des comme ça. Ils font de leur mieux, mais ce n'est pas toujours limpide chez eux. Eux, ils ont parfaitement une Bechukota et Telero. Eux, ils marchent dans la voie, ils sont connectés avec Hachem. Dans l'étude de la Torah, il y a une relation qui s'installe avec Hachem plus qu'ailleurs. D'ailleurs, vous verrez, moi je me rappelle, quand j'avais votre âge, on était toute une bande de jeunes, de copains et tout. Comme je vous ai déjà dit, moi je ne viens pas d'un monde orthodoxe dans lequel j'appartiens aujourd'hui, au Hachem. Je viens d'un monde beaucoup plus communautaire, général, pratiquant mais communautaire. Et il y avait clairement, tout le monde fait à peu près les mitzvot, le Shabbat, dans moi, là où j'ai grandi. Il y avait un guéder clair, ceux qui étudient, ceux qui étudient. Ceux qui étudient un petit peu, ils ont décollé. C'est pas encore une mitzvah. Lui, il fait ça et il met les tefilines et aussi il va faire biko cholim. Bien que c'est très important, toutes les mitzvot. Et on néglige aucune mitzvah. Le limoud, c'est un kinyan qui peut tout avoir dans une maison. Le chesed, la table de Shabbat, comme on a dit, il peut tout avoir et c'est important qu'il y ait le maximum. S'il n'y a pas le limoud, surtout chez les hommes, je parle chez les hommes, ce sera forcément générateur d'absence dans des choses importantes de la vie. Le limoud, il transforme l'homme. Et d'ailleurs, une femme, quand son mari se met à étudier, de plus en plus, elle ne le sait pas avant, mais après, elle se rend compte que ça devient une princesse. Quand son mari lui fait kavod de connaître des choses et de briller dans l'étude, et d'être, avant tout de briller, d'être concernée, cette femme-là, sa femme, ça devient une princesse. Elle va ressentir, si son mari, il avance avec sa Torah, sa femme, ça va devenir une princesse. Et ce que je veux dire, c'est que ce limoud, là, il ne dépend pas combien j'apprends, combien je connais, combien je découvre, combien je suis brillant, combien j'impressionne. C'est important aussi de savoir. Il faut étudier pour savoir et pour faire la halakha. Mais le chok ici... Pardon? Excuse-moi, deuxième fois. Qu'on devient aussi. Qu'on devienne? Qu'on devienne, bien sûr, il faut qu'on devienne aussi. Ah oui, Razak, un homme il ne doit pas dire j'étudie, peu importe ce que je retiens. Un homme quand il rentre au Beth Midrash, il doit aller avec il doit rentrer comme un voleur qui cherche. Il doit rentrer comme un voleur qui cherche. Elle est où il est où le trésor dans la maison? Un homme quand il ouvre le texte, quand il ouvre la Gemara, il doit être complètement dans la recherche. Dans les yeux de quelqu'un, vous pouvez voir combien il est dans l'attente, dans la recherche. Bien sûr, un homme, il doit rechercher l'information, il doit chercher à trouver la finesse des choses et réussir à pénétrer le texte. Mais c'est pas ça la mitzvah ici qu'on parle. La mitzvah, c'est avant tout d'être connecté au monde, au texte lui-même. Peu importe qu'est-ce que tu en reçois, même si tu révises quelque chose que tu connais déjà, comme il dit le roi Chaim. Et ça s'appelle chok. Ça, il n'y a aucune science de Goïm qui va pouvoir expliquer un truc pareil. Tu vas étudier un truc que tu connais déjà, tu révises encore une 10e fois un truc que tu connais déjà, va étudier de nouvelles choses. Non, il dit le roi Chaim, spécialement le hamal de la chazara, le hamal de la révision, il est spécialement lui le chok. Alors, avant que je réponds d'abord à la deuxième question, pourquoi on parle d'effort? Pourquoi on parle d'effort, Dafka? Alors justement... Non, parce que selon la nature de l'homme, à la base, il ne le ferait pas naturellement. Si c'était pas simplement pour Hachem, il ne le ferait pas. Donc même l'envie, même que ce soit une envie, c'est déjà un effort d'avoir déjà l'envie. Alors de le faire, c'est... Très bien. Je sais pas. Mais non, c'est juste ce que tu dis, mais nous on cherche un petit peu plus. On cherche pourquoi ici l'effort, c'est le guéder. Il y a des mots en hébreu, si je dis des mots en hébreu, vous ne comprenez pas. Le guéder, c'est le format de base de la chose. Quand on est dans le guéder de la halakha, ça veut dire que je suis dans le cadre. Hachem nous trace la halakha nous trace une voie. Le guéder de base ici qu'on parle, c'est pas l'effort en tant que je fournis ce qui est besoin. S'il n'y a pas d'effort, on dirait qu'on passe à côté. Comme j'ai dit, on veut comprendre pourquoi ici l'effort, il n'est pas juste en option, pourquoi il est ici en série. Pourquoi ici il est là au niveau minimal de la mitzvah. Le format de base, le format minimal de la mitzvah, il est défini par le volume de l'effort. Pourquoi c'est comme ça? On comprend la nécessité de l'effort de manière générale, qu'il faut être prêt à fournir l'effort. Pardon? Parce que ça serait rien sans faire. Sans effort. Pourquoi ça serait rien? Un bonhomme qui étudie aujourd'hui, vous savez pas, on a un mal fou à tirer les gens dans le Beth Midrash. Aujourd'hui, les gens, ils ont les écrans, ils bougent plus que chez eux, ils sont assis sur le canapé. Et après, on s'étonne pourquoi le schmilblick, il avance très doucement. Parce que justement, l'effort,
on a du mal à le fournir. Aujourd'hui, on est bichlal, tous des assistés, on a du mal à bouger de chez soi, etc. Mais même dans le limoud, maintenant on a un mal fou à ce que les gens ils ont la sensation d'étudier sans fournir l'effort. Et là, ici, Chazal, ils nous disent que l'effort, il est au niveau de la base des choses. Il n'est pas un supplément joli, quelque chose en plus qui va embellir. Il est ici fondamental pour réaliser ce qui est écrit dans le pasuk, Alors, je veux juste expliquer que comme ici, on parle d'un limoud qui n'est pas là pour que je sache quelque chose. On parle d'un limoud qui est là pour que je me connecte à Hachem, très fort, devant lui. Alors, qu'est-ce qui va déterminer le degré de la relation? Combien je suis connecté, l'effort que j'ai. Tout ce qu'on met de l'effort dans la vie, tout ce qu'on fait avec effort, on se connecte. Si l'enjeu c'est de faire quelque chose, de savoir tel halakha, comme on a dit le chelek mishpat du limoud, si l'enjeu ici c'est le limoud, d'ailleurs que vous êtes aussi concerné, les femmes aussi doivent connaître toutes les halakhot qui les concernent. Ça fait pas partie du Michukodai Teloku, ça c'est pour tout le monde. Ça c'est le mishpat de la Torah. C'est évident que à partir du moment où il y a des halakhot, et au contraire, j'ai même envie de dire, les femmes elles doivent savoir encore plus. La majorité des mitzvot, dans la vie active des mitzvot, ça passe par les femmes. La cuisine, la pureté de la maison, en général, le monde de l'action, il est beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Qui c'est qui cuisine, qui c'est qui mélange, qui doit faire attention au mélange dans la cuisine, qui c'est qui doit... En général, les femmes encore plus, elles doivent avoir clair qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et combien c'est précieux dans une maison. Une femme qui connaît exactement la halakha, dans les choses, dans les domaines qui lui sont à elle, c'est très important. Ça ici, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'un limoud. Si on parlait d'un limoud pour obtenir une info, on parle d'un limoud de mishpat, alors bon, l'effort il est sympa, d'accord? C'est important qu'il faut être prêt à fournir l'effort, mais ça ne peut pas être, comme j'ai dit, le format de base de la mitzvah. Là, ici, le limoud qu'on recherche, ce n'est pas un limoud pour savoir quelque chose, c'est un limoud pour le limoud. C'est un limoud pour se connecter à Hachem. Et donc, si c'est comme ça, l'effort ici, il a une place centrale, il a une place de base. Il est élémentaire, il est fondamental. Pourquoi? Parce que comme ici, ce limoud qu'on décrit, c'est un limoud qui me connecte, un limoud qui va me sanctifier, m'élever, m'apporter une consistance spirituelle dans la relation avec Hachem. Alors, la grandeur de cet impact, elle dépend de l'effort que je fais. L'effort ici, il va déterminer combien je me connecte. Si je branche la prise tout doucement, ou dans le nombre de volts qui passent dans la connexion, ou le nombre de, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui dans vos trucs là, on n'en a pas au Hachem, les gigas, le nombre, l'intensité de la connexion, elle dépend de l'effort. Donc ici, pardon? Si on connaît déjà le texte et tout, je veux dire comment la personne elle peut se connecter. Enfin, je n'ai pas compris le principe de la... Très bien, Razak. Nous aussi on ne comprend pas, ça s'appelle Chok. On explique un peu, on essaye, on ressent, mais on ne comprend pas parfaitement. Ça s'appelle Chok. Si vous posez la question, ça veut dire que j'ai bien expliqué. Parce que justement, on voulait savoir pourquoi ça s'appelle Chok. On ne prétend pas comprendre parfaitement. Et on comprend un peu. Votre nom, excusez-moi? Mathilda. Ma fille aussi s'appelle Mathilda. Et donc, on ne prétend pas comprendre parfaitement Bathsheba, mais ce qu'on essaye de ressentir, c'est que ce limoud ici, en tant que limoud pour limoud, ce n'est pas un limoud qui nous apprend quelque chose, c'est un limoud qui nous façonne une relation avec Hachem, qui nous renforce dans notre engagement devant Hachem. Et c'est Chok, pourquoi ça passe? Je vais lire une paracha ou une Mishnah et ça va m'approcher d'Hachem. Il y a un côté qui nous échappe là-dedans. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Un exemple très fort d'ailleurs. Dans le Ham Israël, on a deux forces centrales qui caractérisent notre peuple par rapport à tous les autres peuples. On a la force de l'étude, qui est une force à nous spéciale. C'est pour ça qu'on est amassé faire le peuple du livre. Et c'est pour ça qu'en général, vous trouvez dans les prix Nobel un pourcentage incroyable de juifs. Parce que dans notre identité, on est façonné par la force du limoud, c'est dans nos gènes. L'empreinte du limoud, elle est dans nos gènes. Aujourd'hui, il y a des nations entières qui viennent nous demander comment on fait pour enseigner la Gemara. Ils n'y arriveront pas, ils peuvent essayer. C'est Sgouli, Vadaï, c'est Chok, c'est Hachem c'est dans la relation avec Hachem qu'on reçoit cette richesse et cette intelligence. Pas le texte de la Gemara en l'en rien, c'est un texte comme tous les autres textes. Il est difficile et Dafka, moi j'aimerais bien voir qui c'est, si Hachem n'a pas demandé, qui c'est qui va pouvoir pénétrer ce texte. Donc notre première force, c'est la force du livre, la force du limoud.
qui est dans nos gènes même, on voit même chez ceux qui n'étudient pas. On s'appelle dans le prophète le peuple du livre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un vrai enjeu, véritable enjeu pour le Ham Israël. Comment on reste le peuple du livre alors que les gens maintenant ils ne savent plus ouvrir un bouquin. Aujourd'hui, les gens, même quand ils veulent s'enrichir et s'instruire, ils vont sur Google, ils recherchent et ils ont l'info rapide. Mais ça, c'est pas le peuple du livre. Ça, c'est une info qui rentre et qui repart. La chorma, le savoir, c'est le niveau le plus basique de la chorma. La chorma, c'est la soif de vouloir apprendre. Et par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va à la bibliothèque, je ne sais pas si vous en connaissez des comme ça. Moi, à mon époque, il y en avait les têtes, elles allaient à la bibliothèque. Elles ne faisaient pas comme nous à tricher, à regarder des résumés ou à lire des bouquins qui vous racontent le livre. Quelqu'un qui lit le livre, par exemple, et quelqu'un qui achète le profil. Ça existe encore, le profil? Le profil du bouquin. Vous deviez lire un livre. Moi, j'étais très fort dans les profils. Et est-ce qu'ils ont la même... À la fin, celui du profil, il connaît parfaitement le livre, parfait. Le profil, il a bien fait son travail de triche, de lui raconter le livre dans tous les détails. Celui qui a fourni l'effort, c'est pas juste parce qu'il a plus d'infos. Comme il a une soif, il a une curiosité, alors la chorma, l'info qu'il va obtenir, elle va s'imprimer en lui beaucoup plus profondément. Ça dépend si ça intéresse ou pas. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut cultiver la curiosité et il faut être intéressé. D'accord ? D'ailleurs, Rabbeinu Yonah, c'est pas le sujet maintenant, mais à un endroit, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, quelqu'un qui sait plein de choses mais qui veut plus savoir, il s'appelle pas Chacham. Pourtant, il connaît plein de choses. La chorma, de base, c'est de vouloir apprendre, de vouloir savoir. La soif de savoir, c'est la chorma, la chose la plus précieuse qu'un Chacham, il doit préserver. Parce que l'enjeu, c'est quand j'en connais tellement, à la fin, bon, ça y est. Mais plus quelqu'un, malgré qu'il connaisse, il est encore dans la soif et dans la recherche du savoir, alors lui, il s'appelle Chacham dans toute sa dimension. Il connaît et il veut en savoir encore plus. Mais ça, c'est une première force du Ham Israël. Le peuple du livre, qui est aujourd'hui, comme je dis, un vrai enjeu. Comment on fait pour rester le peuple du livre alors qu'on est dans le monde de l'écran, qui contredit, à mon humble avis, qui nous éloigne beaucoup du livre. Parce que même quand on croit qu'on étudie sur l'écran, on n'a pas cette notion d'effort, de recherche préalable qui va déterminer que quand j'apprends quelque chose, ça fait partie de moi. C'est pas juste une info, je sais dire telle date. Il y a une vraie curiosité. Les gens qui ont de la curiosité, les choses qu'ils connaissent, on voit que ça s'est imprimé beaucoup plus profondément chez eux. Pas parce qu'ils ont une grande mémoire, pas une mémoire comme on parlerait d'une mémoire informatique. Ils retiennent bien parce qu'ils sont éveillés sur la chose. Apparemment, on est éveillé. Alors le savoir, il y a une recherche de savoir qu'on va obtenir, il va s'imprimer en nous beaucoup plus profondément. Ça, c'est le peuple du livre. C'est notre première force. On a une deuxième force très forte, et on ne peut pas faire sans cette deuxième arme. Il y en a qui ont tendance à l'oublier parfois, la force de la prière et de la chanson devant Hachem. À Bocher, Béchir et Zimra, Kadosh Baruch Hu, il nous a installé une deuxième voie de relation avec lui, celle de la prière, celle de la chanson devant lui. Et c'est très fort aussi de vibrer devant Hachem, de demander ce qu'on a besoin, de vibrer devant sa grandeur, de dresser sa louange. Le rendez-vous avec Hachem dans la prière, il est d'une intensité incroyable. Quand on réussit, quand on mérite d'être complètement dans sa prière, dans sa tefila, on vibre devant la grandeur infinie d'Hachem. Ça, c'est la force du Ham Israël. La force du Ham Israël. Moi, une fois, je me rappelle, je faisais mincha un vendredi avant Shabbat au Kotel, il y avait un groupe de Français chrétiens. Ils me voyaient faire mincha, ils m'ont même dérangé pendant ma Hamida. J'entendais le guide, il disait « Regardez combien on doit apprendre regardez la ferveur de la prière. » Il était en train de dire, je ne sais pas, il y avait 30 gars derrière lui en train d'écouter. C'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Cette ferveur dans la prière, c'est une couronne qu'on a dans la relation avec Hachem. Dans ces deux forces-là, ce qu'on vient de décrire dans le limoud, on l'a aussi dans la prière. Qu'est-ce que je veux dire? La compréhension basique de la prière, c'est de croire que j'ai un souci, je me tourne à la bonne adresse, la seule qui peut vraiment m'aider, et Bezrat Hachem, je vais être exaucé. J'ai besoin de tel ou tel Yeshua, telle ou telle intervention divine pour être exaucé dans tel ou tel domaine. J'ai recours à la prière. Ça, c'est une compréhension de base. La prière, la tefila, avant d'être le moyen d'obtenir ce qu'on a besoin et de résoudre nos problèmes et nos soucis, la prière, c'est avant tout une connexion avec Hachem. Quelqu'un qui fait sa tefila avec le cœur, quelqu'un qui mérite un jour, ne serait-ce qu'une seule amida dans sa vie, de faire comme il faut, de vibrer devant la grandeur d'Hachem. Alors après, peu importe, on l'a exaucé, on ne l'a pas exaucé, bien sûr, Hachem il écoute les prières, même les prières moyennes, si elles sont faites avec
Tfilat Kolpé, il écoute les prières, même les prières parfois qui ne sont pas les récitées avec le plus de ferveur. Mais pour l'homme, dans sa relation avec Hachem, le but d'un homme dans ce monde, c'est de connaître Hachem le plus clairement possible, de se coller à lui. La date est Hachem ou l'Eid avec vous. De découvrir Hachem et pas juste dans quelque chose de théorique. On sait tous à peu près de manière théorique le modèle et la réalité des choses. Mais connaître, ça veut dire connaître et intégrer et vivre. Pas juste savoir en tant que j'ai l'info, je sais que Hachem dirige le monde, mais vivre ça dans toute l'intensité. Ça se muscle comme dans une salle de musculation. Un homme, il a des bras musclés, ça ne vient pas d'un coup. La Emouna, la relation avec Hachem, elle se muscle. Et elle s'acquiert dans l'effort, et elle s'acquiert au quotidien. Une des grandes armes qu'on a pour installer cette relation, c'est la force de la prière. Pas seulement parce que je vais avoir la solution à mes problèmes, mais parce que dans la prière elle-même, j'ai une grande connexion avec Hachem. Vous voyez, et le limoud à Torah, et la prière, dans les deux, on aurait pu croire. On a une définition, une définition basique des choses, mais le sens caché, le sens du chok, le sens qui nous échappe, c'est lui qui conditionne le plus. C'est lui qui amène la bracha derrière, pas le limoud qu'on va faire pour savoir. Donc en fait, le Ham Israël, sa trouna, sa caractéristique, c'est d'avoir la part de divin en nous pour se connecter au divin, pour se connecter à Hachem, pour avoir une relation devant lui, et pour être en contact avec l'éternité, avec la dimension éternelle des choses, pour être en contact avec Hachem. Ça, c'est au-delà maintenant de ce qu'il va me répondre parce que j'ai besoin de tel ou tel souci, il me manque telle ou telle chose dans ma vie. Évidemment que les besoins des hommes sont des invitations à lever les yeux au ciel. Mais l'effet au niveau spirituel, la toélette, les bienfaits de la prière, elle réside non pas seulement parce que concrètement je vais être répondu, c'est aussi une relation avec Hachem, j'avais un manque et il m'a répondu, mais le fait même de demander devant lui et de vibrer, d'oser, de se sentir comme ça, tout petit devant la grandeur d'Hachem. Ça, on le ressent très fort quand on est manquant, quand on a besoin de lui. Alors là, c'est un peu comme le limoud, vous voyez, on a fait cette ressemblance, un peu comme le limoud, il y a cette dimension qui nous échappe, mais en fait qui est la dimension principale. C'est clair là où il y a des questions? Quand il n'y a pas de questions, c'est où que c'est trop clair ou vous n'êtes pas avec moi? Non, c'est ça va? D'accord. Alors, donc on a expliqué Birkou Kota Tishmeru, on a expliqué pourquoi on parle d'un chok, parce qu'on nous parle d'une chorma qu'il faut apprendre et tu vas étudier, tu vas connaître, mais finalement on ne parle pas de la connaissance qui en découle, on parle, vous voyez, la subtilité des choses. On nous donne une Torah gigantesque, on dit il faut que tu étudies pour que tu connaisses, mais en fait là, on te dit Birkou Kota et Téléchou, vous marcherez. Et en fait, ce qu'on veut ici, c'est que d'abord tu étudies, peu importe, tu connais pas, tu es brillant, tu n'es pas brillant, tu révises des choses que tu connais déjà. Il nous dit le Roi Chaim, c'est ça ici, ce qui conditionne la relation avec Hachem pour amener la bracha et l'aboutissement, la réussite du Ham Israël. Et les enjeux, ils sont collectifs ici, c'est pas seulement le binyan, c'est pas seulement ma réussite et ma carrière personnelle, c'est tout le Ham Israël qui profite quand les gens, ils assument cette relation de Birkou Kota et Téléchou. Donc on a parlé de l'effort, on a parlé du chok, on a parlé de la relation avec la prière, oui. Comment l'effort Bathsheba. s'inscrit dans les mots? Pardon? Comment l'effort s'inscrit dans les mots de la Torah, vous avez dit? Alors, ça on a eu l'intervention d'Avital. Alors, d'abord moi d'après ce que j'ai dit, il n'y a pas besoin de ce qu'elle a dit Avital. On va revenir à ce qu'elle a dit Avital parce qu'elle a dit quelque chose de juste. Quand elle a dit qu'on a parlé de marché ici, on ne parle pas d'opération ponctuelle. J'ai mon rendez-vous de limoud à 3h jusqu'à 4h. Après, des fois il y a des gens quand ils sortent du Beth Midrash, il n'y a aucune... Rav Citruc, il parlait de ça. Des fois, il suffit d'une photo dans le métro, il parlait à Paris, pour que tout ce qu'on a étudié... Malheureusement, le limoud, ce n'est pas seulement des rendez-vous, ça démarre par des petits rendez-vous, par des petites touches. Mais le limoud, quand on dit ici « Telchou, vous marcherez », c'est une dynamique, une énergie. C'est quelque chose qui m'entoure dans toute mon existence, au maximum. Après, évidemment, des fois... L'homme, il a des petits moments à lui où il a besoin un tout petit peu, des fois, de se détendre. Mais de manière générale, on n'a pas le droit de limiter le limoud à un rendez-vous. Téléchou, ici, la notion de marché, c'est pas l'effort. Téléchou, pour moi, c'est pas l'effort. Je vais répondre à ta question, c'est une bonne question. Les massés, ça, j'ai pas répondu encore. Tu as raison de me demander, avec tout ce que j'explique, comment ils ont sorti du pasouk l'effort. Réponse, ils l'ont sorti du passouk.
Parce que comme on parle de chok, on parle de limout, qui n'est pas pour apprendre, mais on parle de limout qui me connecte, comme on a expliqué, limout pour limout, et ça dépend forcément de l'effort. Parce que c'est l'effort qui détermine combien je suis connecté avec Hachem. Comme une fila bechavana. Qu'est-ce qui va faire que deux personnes elles font la Hamida? Lui, il a acquis dans ça une grande relation avec Hachem. Il sort de la tfila. Il a une connaissance limpide d'Hachem maintenant. Il a placé Hachem devant lui toute sa journée ou toute sa matinée. Jusqu'à Mincha, il va marcher avec Hachem face à ses yeux. Il va prendre le bus, Hachem devant lui. Il va manger son petit déjeuner, Hachem devant lui. Parce qu'il a fait une Hamida où il a vibré. Et celui-là, il a fait le même texte. Ça a pris le même temps, même à la limite. Et lui, non. Lui, il n'a pas réussi à obtenir cette connaissance d'Hachem. Parce que celui-là, il a mis la kavana, celui-là, il n'a pas mis la kavana. Dans la tfila, on comprend que c'est la kavana qui détermine. Et bien, dans le limoud, c'est l'effort qui détermine. Dans le limoud, dans quelle mesure, si on veut répondre à cette problématique, dans quelle mesure mon limoud me rapproche d'Hachem? Réponse, ça dépend combien d'efforts j'y mets. Si j'étudie sur le fauteuil, avec des cours, des écrans, que des trucs sympathiques, je ne suis pas prêt à fournir, ne serait-ce déjà, assieds-toi déjà sur la chaise, sur la table, avant d'être sur le fauteuil. Et si tu veux sortir au Beth Midrash, c'est encore mieux. Au lieu d'étudier seul, comme il a dit Achitophel à David, et tu es prêt à marcher, même si c'est difficile. Et on sait qu'il est dur l'effort à fournir. C'est pour les hommes, ça? Pour les hommes, tout ça pour les hommes. J'ai dit, après on parle des femmes, Khazak. D'accord, pour les hommes. Surtout, si vous me comprenez mal là-dessus, si vous me comprenez mal là-dessus, j'aurais perdu le mérite de ce que je veux vous dire. Pardon? Pour les personnes qui veulent commencer, c'est-à-dire qui écoutent les 5 minutes doucement. par jour, Ouais. il vaut mieux qu'elles le fassent sur leur fauteuil. Bien sûr. Il vaut mieux 5 minutes que rien, mais attention à la culture du confort. On est dans une génération de culture du confort. Malheureusement, les gadgets et les technologies, elles nous emprisonnent. Mais c'est dire qu'il faut faire attention quand même de ne pas dire ça au niveau de l'effort, que l'étude, il est moins. J'ai pas dit que ça valait rien. Je parle d'idéal, de Yimichokota et Teleru, et j'explique pourquoi Chazal ils ont mis l'accent sur l'effort. Après, chacun il a ce qu'il mérite, et vaut mieux 5 minutes que rien du tout, c'est certain. Et il y en a qui font les 5 minutes quand ils sont dans la route, et ici ils vont en Beth Midrash. J'ai pas négligé toute chose a une valeur. J'ai pas dit on n'est pas taliban, c'est blanc ou noir. Il y a plein de dégradés de couleurs. Mais moi je parle d'un idéal. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc la notion de l'effort, elle est centrale, elle est déterminante pour fixer combien notre limoud il va nous connecter. Donc, si je connais déjà tout par cœur. Alors Khazak, waouh, il y a quelqu'un dimanche. Dimanche, j'ai parlé de ça quelque part. Là, j'ai donné pas chez vous, évidemment, ailleurs, chez des hommes. Et quelqu'un il m'a dit, mais au contraire, dans la Khazara, il y a moins d'efforts que dans la découverte d'une nouvelle Sugia, dans la révision. Où c'est qu'il y a plus d'efforts, je vous demande? Vous avez une Gemara ici, n'importe laquelle? C'est justement l'effort psychologique d'avoir l'impression qu'on apprend rien et du coup de faire tout rien. Khazak, comment vous appelez? Tamar. Enchanté. Alors, on m'a posé la même question dimanche. Il y a un jour un enfant, son père il l'a envoyé étudier la Torah. Et un jour un enfant, son père il l'a envoyé étudier la Torah loin de la maison. Pendant 6 mois il ne l'a pas vu. Et c'est une blague dans les yeshivot. Et il revient comme ça au bout de 6 mois. Et son père il est tout excité de voir comment son fils est-ce qu'il a trouvé sa place dans le Beth Midrash, est-ce qu'il est concerné, est-ce qu'il a des choses à dire, il a des couchiottes, des trucs. Il lui dit alors mon fils, vas-y, raconte-moi. Il lui dit papa, j'ai étudié tout ça, j'étais à la yeshiva, j'ai eu une couchia dans tout le chasse. J'ai une couchia dans tout le chasse, dans toutes les massacres du chasse, j'ai la même couchia et tout. Alors le père il commence à s'emballer, ça veut dire qu'il a déjà étudié beaucoup et qu'il a réussi à connecter et à faire sortir un point commun entre tous les trucs. Il lui dit vas-y alors, quelle Gemara je t'amène? Celle que tu veux papa tu m'amènes. Donc il y a tout le chasse comme ça sur l'étagère, il lui sort au hasard, il lui amène, il est curieux de voir. Et dommage que je n'ai pas le truc ici. À la première page ici, vous avez dans les éditions du Talmud, vous avez un grand dessin avec un ron et 2 lions. Un à droite et un à gauche. Et si vous regardez, il y en a un qui sourit un peu et l'autre qui tire un peu la tronche, celui qui est là. Alors il demande à son père, voilà, ça couchait après 6 mois de yeshiva, papa, pourquoi celui-là il sourit et celui-là il fait la tronche? Donc le papa il était
Le papa, il était déçu, évidemment, mais la réponse qu'on dit pour rigoler, on ne sait pas pourquoi ils ont fait le lion comme ça, c'est Mina Shamaïm, on ne sait même pas quel degré de graphisme ils avaient à l'époque, c'est les premières éditions. Pourquoi le lion qui est à droite, il tire la tronche, et le lion qui est là, il est plus souriant? On a l'habitude d'expliquer, celui qui est à droite, il est dans l'élan d'apprendre de nouvelles choses, celui qui regarde en arrière, il doit réviser ce qu'il apprend, là il ne rigole pas du tout. Moi je peux vous dire, quand vous avez, par exemple, vous étudiez une maserta, vous venez de faire 10 dapim, vous devez faire la 11e, vous êtes dans l'élan de continuer. Quand vous êtes dit, quand je termine le pérec, je dois réviser tout ce qu'il y a, vous arrivez, la guide à la 15e page, vous terminez le pérec, vous devez regarder en arrière, là vous rigolez pas du tout. Vous regardez ça comme une montagne, parce que quand vous êtes déjà passé, on est moins dans la découverte de la première fois, là c'est beaucoup plus rébarbatif, et au contraire, il y a beaucoup plus d'efforts au niveau intellectuel. Allez, je reprends, mais je l'ai déjà fait, et je révise. Vous pouvez pas savoir comment les hommes, ils sont, animés par, allez, encore un nouveau sujet que j'ai pas fait, ou je l'ai pas fait depuis longtemps. Quand tu dois réviser, et en plus tu confrontes combien tu as retenu, combien tu n'as pas retenu, et tu révises sans avoir trop comme ça le plaisir de découvrir la première fois, l'effort à fournir, il est décuplé, il est gigantesque, il n'y a même pas de comparaison. Et combien on en a vu des gens qui fournissent l'effort de l'étude, mais ils n'arrivent pas à réviser. Réviser, le Chazonish, il vérifiait quelqu'un s'il était prêt, combien de fois il était prêt à réviser la même chose. Plus quelqu'un il est prêt à réviser, plus ça veut dire qu'il a les nerfs solides pour étudier de la manière la plus consistante possible. Le amal de la Chazara, il est très 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 difficile. Très difficile. Mais c'est bien que tu poses la question parce que ça rajoute dans ce qu'on dit justement. Le Ohr HaChaim Akadosh, il dit que le Imbechukota et Telechou, ici, on parle du amal de la Chazara, et l'Ichora, le amal de la Havana, il n'est pas moins. Le amal de la Havana aussi, le amal pour comprendre la première fois, il est très 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 difficile. Mais ici, on parle, comme on a dit, de la dimension du Chok. Et donc, pour répondre encore à ta question d'avant, Batsheva, d'où Chachamim, ils ont sorti d'ici la notion d'effort, réponse, ils ont sorti du Chok. Comme le Chok, c'est pour me connecter, pas pour apprendre, ce qui détermine combien je me connecte, c'est combien je fournis d'effort. Donc c'est très important de valoriser l'effort dans l'étude. Donc on a parlé de la prière et on a parlé de l'effort. Et tout ça, effectivement, ça ne concerne pas les femmes. Alors comment les femmes, elles ont une relation avec la Torah, puisqu'elles ne sont pas dans tout ça. Elles peuvent, effectivement, elles sont associées avec leur mari et avec leurs enfants. Et donc c'est important de savoir combien l'effort dans l'étude, il n'est pas juste quelque chose en plus de sympathique, mais c'est ça qui est absolument central. Pour déterminer que quand on étudie, on n'a pas seulement étudié, mais on a une empreinte de notre étude. Ça, c'est selon... La tzniut, tout ça, c'est quelque chose qui nous relie aussi de la même manière que... Chazak. Enfin, je pense. Alors, il y a des choses qui sont des mitzvot, il y a des choses qui sont, comment dire, un mode de vie. La tzniut, c'est une noblesse de la femme qui n'est pas limitée dans des actions. La tzniut, c'est un esprit. Vous savez qu'il y a un grand rave en Angleterre, il a fait un livre qui s'appelle Rabbi Falk, avec des détails clairs de la tzniut. Personne n'a jamais rentré dans les détails comme lui. La halakha, elle donne pas tellement elle donne des choses claires sur des endroits à recouvrir, mais la tzniut, c'est avant tout une énergie, une noblesse féminine. La tzniut, c'est pas seulement comment je m'habille, c'est même ma manière de penser sur quelqu'un. Ça peut des fois être... La tzniut, Razak, je sais pas comment vous appelez. Oran. La tzniut, c'est un bon exemple. C'est pas une mitzvah, c'est une mida. Une mida, c'est quelque chose qui nous habite et qui s'exprime dans plein de facettes de la vie. Oui, mais c'est mida, mais même si on... Non, c'est aussi une mitzvah. C'est aussi une mitzvah. Je ne sais pas dire que c'est pas une mitzvah. Merci de me reprendre. Parce que une mida, c'est quelque chose qui est naturel. Alors la tzniut, on a beau l'avoir fait depuis qu'on a 1000 ans, depuis qu'on a, j'ai 20 ans, depuis qu'on a beau l'avoir fait depuis petite, c'est toujours aussi difficile chaque jour. La tzniut. Oui, la tzniut. Bien sûr. Bah, très bien. C'est pas... Mais en quoi ça contredit ce que j'ai dit? Le fait que ce soit difficile. C'est pas une mida. Non, mais je parle... La mida, c'est très difficile, la mida. Par rapport au taille. Le gars de Vina, il dit c'est plus facile. D'abord, le tzniut, j'ai pas dit que c'était une mida. Tzniut, c'est un Une comportement. mida, c'est pas des trucs qui sont genre obligés et tout, il faut se travailler et tout, mais c'est pas comme la tzniut. Alors, d'abord, le degré pénal ou le niveau d'obligation des midot, c'est une très bonne question. Il y a un livre qui s'appelle le Chovot Alvavot. Lui, il explique que c'est chayav autant et voire plus que les mitzvot, même si on ne nous l'a pas donné clairement. Ça fait partie. Ça éloigne l'homme d'Hachem, pareil.
quelqu'un qui a de l'orgueil, ou quelqu'un qui est tout petit dans sa émouna, qui n'a pas confiance en Dieu, qui fait trop confiance en son pouvoir, lui il est loin d'Hachem, pas moins que quelqu'un qui fait une avéra, quelqu'un qui parle du lachon hara, ou quelqu'un qui fait des choses interdites. Mais ces deux modes au niveau pénal, c'est deux modes différents. Pourquoi c'est comme ça? C'est un sujet. Quand j'ai voulu dire que la tzniut c'est une mida, j'ai pas voulu dire que c'était qu'une mida. Et quand j'ai voulu dire que c'est pas une mitzvah, j'ai pas voulu dire que c'est pas une mitzvah. C'est une mitzvah qui est une mitzvah qui est vécue de manière, on va dire, dans l'existence générale de la femme. C'est pas seulement, voilà, c'est pas seulement, c'est un élan, c'est un esprit. La tzniut c'est un esprit. En général, les mitzvot c'est des actions. En général, par exemple, faire le shofar, c'est une action, il n'y a pas d'esprit dans le shofar. Ou j'ai fait la mitzvah ou j'ai pas fait. La tzniut, bien sûr qu'il y a des définitions claires, ça c'est permis, ça c'est interdit. Mais au-delà des gdarim, au-delà des règles, la tzniut, c'est aussi et avant tout, comme je dis, un esprit, une noblesse, une classe, une manière, comment la féminité elle s'exprime dans le judaïsme. Ça ne peut pas être limité à des actions, ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est un rouard, c'est. Comment traduire rouard? C'est un esprit. C'est sûr, mais quand on dit ça aux gens qui ne sont pas religieux et tout, ils vont dire bon, ok, si c'est comme ça, mais on n'est pas obligé. Ah, j'ai pas dit qu'on n'était pas obligé. On est très obligé. Mais. Parce que pour vous, si c'est pas clairement blanc ou noir, alors on n'est pas obligé? Non, je veux dire pour les gens qui. Ouais, non, mais c'est-à-dire pour les gens qui poseraient cette question, ce qui n'est obligé que là, ce qui est clairement blanc ou noir. D'abord, comment dire, le Ratzon Hashem, il est infini. D'abord, pour nous tous. On demande, maintenant on laisse la tzniut de côté. Le Ratzon Hashem, il est infini. Et le Chazon Ish, il dit, la plus grande force dans le monde futur qu'on découvre, quand on dit que ce monde-ci, c'est un monde de mensonges, Olam HaSheker, et le monde de vérité, le monde futur, c'est un monde de vérité. Et vous connaissez l'histoire, avec, dans la Gemara, dans ma Batra, je pense que ça fait une chanson française bien connue, que je ne dirais pas ici, mais il y a quelqu'un une fois qui est parti dans le monde de vérité et il a vu un monde inversé, littéralement. Il est redescendu en bas, il a dit à son rave, j'ai vu un monde à l'inverse. Ceux qui étaient en haut ici, là-bas, tout en bas, et parfois même les chapeaux et les barbes et tout, pas seulement le garagiste. Ceux qui étaient dans le prestige ici, inversement là-bas en bas. Et j'ai rien contre les garagistes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici de garagiste, des fois j'ai des phrases un peu extrêmes, excusez-moi, il y a des filles de garagistes. M'excuse, j'ai rien contre les garagistes, c'est une erreur, en plus je suis filmé alors que maintenant on va devoir faire attention à ce qu'on fait avec cet enregistrement. Des fois je m'emporte. Et pas seulement on parle des métiers, on va dire, basiques, mais même des gens qui ont du prestige, et même du prestige dans la Torah, ça s'inverse. Et l'inverse, des gens tout simples, là-bas on voit que c'est des grandes déchamotes qui ont des places privilégiées, VIP, etc. Et son rav, il lui a dit, t'as vu un monde inverse, t'as vu un monde, toi tu prétends avoir vu un monde à l'envers, t'as vu un monde à l'endroit. Et le Chazon Ish, il dit, bon déjà cette Gemara, elle est terrible, moi chaque fois je la cite à mes enfants, je la cite dans ma maison, c'est une des Gemara qui doit nous... Elle ne peut pas nous laisser indifférents sur Chazal. Ça veut dire qu'on peut tout faire comme il faut, mais on est dans l'absence, on est dans l'erreur. On fait pour le kavod, on fait pour briller, on fait pour la carrière, pour la renommée. La volonté d'Hachem, elle est sans fin. Le Chazon Ish, il dit, tu sais comment ça s'exprime dans le monde de vérité, chose qui ne peut pas avoir lieu dans ce monde-ci. Là-bas, il n'y a aucune approximation. Quand on récompense quelqu'un là-bas, et comme on a dit hier, avant-hier, c'est pas de la récompense seulement, c'est les qualités obtenues par un homme à travers la Vodat Hashem, qui lui permettent de s'approcher un peu plus. Alors, elles sont dans une précision telle qu'il n'y a aucune approximation. Il n'y a personne qu'on met, allez, ça va, vous êtes à peu près pareil, allez, on vous place, toi là et toi là. Là-bas, on voit parfaitement, exactement chacun, là où il est arrivé, là où il n'est pas arrivé. Et plus que tu es arrivé, il n'y a pas. Et ça, c'est le Chazon Ish qui dit ça, mais c'est Dvarim Pshutim, que la volonté d'Hachem, elle est dans les tout petits détails. Là où la halakha, elle ne va pas te dire truc, mais c'est la manière dont tu vas mettre le cœur, la manière dont tu vas te soucier du détail. La justice divine, elle prend en compte une infinité de paramètres. Et c'est barour que la volonté d'Hachem, elle s'exprime dans des toutes fines résolutions. Et quand on parle des Gdolim, des histoires sur les Gdolim, on voit que leur niveau de prière il est tellement élevé qu'ils jouent
tu vas me dire alors, c'est pas tellement la halakha, c'est quelque chose en plus de joli, mais pas du tout. Le Ratzon Hashem, il détermine aussi, même quand je suis dans le cadre de la halakha ou dans le cadre d'une mitzvah, combien j'ai fait cette mitzvah avec l'élan et la flamme et l'étincelle. Donc, c'est pas parce qu'il y a une infinité de lois que c'est pas imposé à l'homme. Et c'est pas parce qu'on n'est pas hors la loi qu'on n'a pas de challenge d'être mieux dans notre relation avec Hachem. J'ai répondu ou pas à la question vitale? Pas trop. Bon, alors si tu veux, on en parlera après un peu plus. Mais je veux envie de passer à autre chose. 4h30 déjà. Alors, donc ça c'était juste, j'avais prévu que ce soit juste la première partie, d'expliquer l'idéal du Bechukotay Telechu. Et donc, la halicha pour moi, c'est pas de là-bas qu'on apprend l'effort. L'effort, on l'apprend pas de la halicha. L'effort, on l'apprend du fait même que ça s'appelle chok. Comme chok, c'est un limoud. Pour le limoud, c'est pas un limoud pour connaître, c'est un limoud qui nous échappe. Alors là, forcément, l'effort, il est central pour installer cette relation. Telechu, ça va nous apprendre autre chose. Qu'on ne doit pas voir notre relation à la Torah comme des rendez-vous ponctuels, bien que c'est important de fixer des moments et déjà une base. On construit sur une base solide, une chavruta à telle heure, des mechayvim, je m'impose, telle date, j'ai la skara de ma grand-mère, je termine cette Mishnah. Un homme, il grandit avec des objectifs clairs et des formats définis. Les élans, en général, qui sont pas, quand il n'y a pas la chorma de le descendre dans le quotidien et dans l'emploi du temps, on a des hommes qui sont remplis de volonté, mais souvent ça ne sert pas grand-chose d'eux, parce qu'ils n'ont pas la chorma, la discipline de le traduire dans le quotidien. M'imposer la chavruta, se faire des mechayvim. Il y a des gens, et nous tous, dans plein de situations dans la vie, on prend des bonnes résolutions,